De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle. Toute l'actualité des nouvelles technologies comme chaque vendredi. Et je suis ravi de vous retrouver. Ça y est, nous sommes de retour de Las Vegas en ce vendredi 13 janvier 2017. J'espère que tout va bien et encore une fois, tous nos vœux de bonheur pour cette année. Avec au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on va revenir sur les 10 ans de l'iPhone. Et oui, l'iPhone a 10 ans. C'était en janvier 2007 que Steve Jobs l'avait présenté sur scène. On reviendra sur cette saga incroyable du smartphone qui a changé la vie de milliards de gens. Ce sera tout à l'heure avec Pierre Fontaine. Victor Jakimovic sera aussi avec nous. On reviendra un petit peu sur les annonces de ce CES avec notamment des nouveautés du côté de la prise HDMI. Vous savez, cette petite prise qu'on branche entre, par exemple, sa box et sa télé. Elle évolue, notamment vers la 4K. En tout cas, elle existe déjà vers la 4K, mais vous allez voir qu'elle aura pas mal de nouvelles fonctionnalités. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle vous attend. Vous cliquez sur j'aime, soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et on commence par le club de la presse IT. À ma gauche, Raphaël Grabier. Bonjour Raphaël. Salut François. Bienvenue, remis du jet lag. On est en train de se remettre là tranquillement. Voilà, alors moi vous avez remarqué, j'ai une voix à la Barry White, c'est comme ça, j'y peux rien, je pense que c'est le jet lag qui me fait ça. Jean-Marie Portal, lui, est en pleine forme. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Barry. Pourquoi Marie? Barry. Ah Barry, j'avais compris Marie. Mais non, Marie pas Barry. White, c'était Ah oui, c'était Barry, d'accord. Marie, c'était sa femme, non? Oui, c'est peut-être, je sais pas, Marie White. Comment ça va Jean-Marie? Écoutez, ça va. Très bien, avec le nouveau 01net Mac que j'ai ici entre les mains. Le futur est déjà là, les amis. C'est la couverture avec 20 défis techno totalement mégalos. On va s'intéresser à l'un des dossiers de 01net dans un instant. Mais auparavant, on va revenir encore une fois sur le CES de Las Vegas avec vous, Raphaël, et les annonces qu'il fallait retenir. Un petit condensé de ce CES. Ouais, alors déjà peut-être pour résumer, je dirais que c'est peut-être un retour aux sources pour le CES parce qu'on a eu quand même, alors il y avait des objets connectés, etc., mais beaucoup de télé et de PC. Donc c'était finalement peut-être un salon assez classique quelque part, sauf... À mon avis, il y a un grand gagnant de ce CES. Alors, il fabrique ni des PC, ni des smartphones, ni des télés, ni tout ce qu'on veut. C'est Amazon avec Alexa, puisque alors Alexa, on connaît, c'est l'intelligence artificielle d'Amazon qui est dans Echo, donc le fameux boîtier intelligent pour la maison, etc. Et sauf que là, en fait, ils ont décidé de le rendre disponible sur plein de produits. Et c'est là où c'est un petit peu nouveau parce que alors il y avait Google qui était arrivé frontalement aussi à l'automne avec Google Home et donc on pensait que ça allait peut-être une bataille entre deux produits et finalement en fait on se retrouve avec des partenariats. Alors ils ont annoncé des partenariats avec Lenovo, LG, Whirlpool, avec Volkswagen, avec Ford en gros. Avec Whirlpool qui fait de l'électroménager, donc quand même. Hein. Exactement. On va avoir Alexa dans l'électroménager. Exactement. Alors ils n'ont pas trop précisé comment, mais je sais pas, peut-être dans les machines à laver demain, etc. Donc c'est quand même très intéressant parce que ça veut dire que Amazon va peut-être essayer de faire avec la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle de reconnaissance vocale, ce qui a fait peut-être carrément Microsoft il y a 30 ans et ce qu'a fait Android depuis 10 ans, c'est-à-dire devenir l'OS de référence sur la reconnaissance vocale. Donc à mon avis, c'est quand même un coup de maître pour Amazon qui a un petit peu surpris sur ce coup-là. On ne pensait pas avoir autant de produits comme ça. Il y a vraiment des dizaines de produits Alexa qui ont été annoncés. C'est vraiment Alexa partout. Alors déjà, d'un point de vue communication, c'est déjà réussi. Après, ça peut être, on va dire que si ça marche, Alexa est bien parti du coup pour devenir la référence. Oui, alors que Google Home est un peu en retrait et Siri, alors lui, complètement en retrait, n'en parlons pas parce que Siri est propriétaire, hein, c'est-à-dire qu'Apple ne délivre pas le code source de Siri. Exactement. Pour que d'autres marques concurrentes puissent l'installer. C'est peut-être une énorme erreur. On verra. À mon avis, Apple qui va toujours lier le soft et le hardware, donc Apple, c'est pas dans sa logique. À mon avis, s'il y a des concurrents qui vont arriver, il faut qu'ils arrivent vite. Donc ce sera peut-être Google, Microsoft avec Cortana aussi, qui a d'ailleurs annoncé un partenariat avec Nissan, si je ne me trompe pas. Donc pareil, Cortana, voilà, Microsoft essaie aussi d'aller dans cette direction. Mais Alexa, ce qui a surpris, c'est quand même l'ampleur du truc, quoi, où ils ont annoncé des dizaines de partenariats. Et c'est important d'avoir un acteur essentiel pour avoir beaucoup de partenariats, justement, entre Alexa et des prestataires externes, parce que ce qu'on veut, c'est commander un taxi ou un Uber ou un chauffeur privé si on veut. Il faut qu'il y ait vraiment une offre assez conséquente, réserver une place de spectacle ou de cinéma chez UGC ou chez Gaumont par exemple. Enfin, faut vraiment qu'il y ait un écosystème pour que ça cartonne, qui soit très important. Donc, à mon avis, Amazon a compris que c'est dans son écho, ce qui plaisait, c'était Alexa, c'était la voix, donc c'était vraiment l'âme entre guillemets. Donc, il la duplique partout et donc ça pourrait devenir le nouveau Android, le nouvel Android ou Microsoft. On verra ça dans les mois qui viennent. On enchaîne avec l'OLED, Raphaël, qui a été aussi l'un des grands gagnants de ce CES 2017. Alors, ce CES,
c'est même, j'ai envie de dire, cette année 2016, alors c'est ESS 2017, mais enfin voilà, sur les 12 derniers mois, parce que si on remonte un petit peu à l'IFA, il y a eu quand même Philips, il y a eu... oui, c'est vrai que la vague OLED a commencé. La vague l'IFA, OLED, exactement. Il y a Philips, il y a eu Love. Cette fois, il y a Panasonic, et puis il y a Sony qui revient. Alors, toutes ces marques, elles viennent ou elles reviennent à l'OLED. Donc, résultat, alors tout ça, c'est fourni quand même par LG. Avec LG Display. Qui doit se frotter les mains. Qui doit se frotter les mains, qui avait racheté les brevets à Kodak il y a quelques années et puis qui se frotte les mains sur l'OLED. Et en face, on a Samsung donc, qui mise sur une autre techno qui est le QLED. Donc c'était l'énorme annonce Samsung aussi. C'est vrai que visuellement, bon, on les a pas testés, mais visuellement, l'image a l'air assez superbe. La seule différence, c'est que si Samsung, dans les performances, parvient pas au niveau de l'OLED, alors peut-être qu'il y parviendra et ça pourrait carrément devenir un atout d'être voilà, le seul à avoir cette techno qui pourrait être du même niveau que l'OLED, mais s'il est ne serait-ce qu'un tout petit peu en dessous de l'OLED, ça va être une position assez compliquée à tenir pour Samsung, qui va être le seul grand fabricant ou l'un des seuls et quand même le principal rival de LG. Alors pour Samsung, ce serait quand même un petit peu compliqué parce qu'il faudrait se fournir chez son principal rival, parce que derrière, il y a quand même des années et des années de R&D. Donc pour faire des dalles OLED... Je vois mal Samsung se fournir chez LG. Voilà, donc... ça me paraît un peu compliqué, voilà, donc parce que c'est vraiment les frères ennemis. Hein, exactement, donc c'est les deux Sud-Coréens vraiment qui sont les deux rivaux, mais qui règnent quand même sur les téléviseurs dans le monde. Voilà. Donc Samsung a une position assez compliquée. Il va falloir que le QLED ce soit très très bon. On n'a pas encore testé le QLED. On a vu que des images, on verra exactement, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ça va arriver. Le téléviseur arrive au labo 01net. On enchaîne avec un véhicule électrique qui a fait énormément de buzz, peut-être un peu trop d'ailleurs. Un peu trop, et à mes yeux, peut-être un futur flop aussi quand même. C'est la Faraday, la FF91 qui a été présentée. Alors on l'attendait depuis des mois, elle devait être présentée, etc. Finalement, elle a été présentée. Alors c'est censé être celle qui va détrôner ou concurrencer Tesla. Simplement, bon, déjà la présentation, elle s'est pas très bien déroulée. Alors on a fait un petit papier sur 01net d'ailleurs, vous allez voir. Enfin, si vous allez sur le site, vous allez voir. Quand ça n'a pas fonctionné, on voit que dans l'ombre, d'ailleurs, ils ont été obligés de faire rentrer un ingénieur discrètement dans la bagnole quand même pour la faire fonctionner. Donc c'est un peu louche. C'est un peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. En plus, alors on sait qu'ils ont des gros problèmes de production, que leurs usines sont absolument pas prêtes, que tous leurs ingénieurs principaux ont quitté le navire. Donc on se demande vraiment ce qu'il y a derrière Faraday. Donc je dis pas que c'est un foirage total et que ça va pas fonctionner. Mais je dis juste que c'est vraiment, après la présentation, je trouve qu'il y a encore plus de questions qu'avant. Parce qu'en fait, la voiture, on l'a vu, simplement, on ne sait pas si elle marche, si elle fonctionne bien, si elle est fiable, etc. Donc voilà, ils ont quand même beaucoup de retard. Et bon, il va falloir convaincre les clients qui vont devoir quand même payer 5 000 € pour avoir une préservation. Et il ne faudrait pas que ces clients dépensent 5 000 € pour rien et se faire flouer d'ici quelques mois. Voilà, bon, on verra bien ce que donnera Faraday. On enchaîne avec quoi d'autre qui a retenu ton attention, Raphaël ? Une double information, on va dire, sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Alors, ça va être assez rapide, la réalité virtuelle. On va dire que ça se confirme un petit peu dans ce que ça peut faire. On a vu le Vive rapidement qui a proposé des nouveaux accessoires qui étaient assez convaincants. Mais rien de nouveau non plus, finalement, pas d'avancée majeure. Et la réalité augmentée, on pouvait l'attendre notamment avec HoloLens. Bon, on n'en a pas vraiment entendu parler. Finalement, il y a eu aussi un concurrent qui s'appelle ODG qui fait des lunettes. Alors, je les ai testées, c'est censé être concurrent d'HoloLens. Non, ça marche pas très bien. Quand j'ai voulu tester les lunettes, on m'a foutu les lunettes sur un pied fixé, donc parce qu'à mon avis, ils ont peut-être pas complètement confiance en leur techno. L'image n'était pas bonne. Enfin, clairement, voilà, la réalité augmentée, c'est vraiment... J'ai l'impression que ça prouve que c'est vraiment un travail qui est très compliqué, qui va prendre beaucoup de temps. Et puis je me demande si technologiquement on est prêt. Est-ce qu'il ne faut pas attendre encore quelques années à mon avis, il va falloir... Exactement. Une bonne intégration de l'image. Ça va être l'enjeu. Et je me demande si Microsoft n'a pas quand même pris beaucoup d'avance là-dessus. Parce que HoloLens, qu'on a testé aussi, pour le coup, alors l'angle de vision est assez réduit. Par contre, ça fonctionne plutôt bien. Et ce qu'on voit derrière, c'est justement, c'est très très loin derrière. Donc, à mon avis, pour l'instant, large avantage Microsoft, même si effectivement, c'est pas pour demain la réalité augmentée pour tout le monde. Et finalement, pour la réalité augmentée, ce qu'il y avait de mieux, c'était un smartphone. C'était le Asus AR qui a été présenté avec Tango, un smartphone, voilà.
qui est un smartphone en fait qu'on pourrait presque acheter sans Tango. C'est le deuxième smartphone Tango. C'est voilà, c'est le second. Il y a eu les Lenovo Fab 2 Pro, mais qui est vraiment un truc énorme, 6,4 pouces, etc. Donc on veut acheter vraiment si on aime Tango. Là, c'est un smartphone qu'on peut acheter même si on ne connaît pas Tango, et puis qui va peut-être permettre justement de se créer une base d'utilisateurs et qui va motiver les développeurs pour créer des applications, parce que c'est ce qui manque. La techno là aussi est plutôt fiable, ça marche bien. Ce qui manque, c'est des applications, donc il faut des utilisateurs. Et Asus fait un smartphone qui, à mon avis, risque de se vendre correctement. Donc c'est peut-être la meilleure nouvelle pour la réalité augmentée, c'est un smartphone. Très bien. Quoi d'autre, Raphaël? Alors très rapidement, moi j'ai eu un petit coup de cœur, c'est sur un selfie drone. Oh là là, moi aussi. Et je sais que tu as bien aimé aussi. Ah là là, moi je trouve ça génial. C'est un truc de dingue, quoi. Le petit drone qui vous suit pour faire des selfies. Ouais. C'est génial. Alors il y en a qui vont penser que c'est peut-être le comble de l'auto. Oui. Comment dire Oui, du nombrilisme en fait, ça. du nombrilisme. Mais derrière, en fait, quand on le prend en main, ce produit qui est assez petit, alors on peut le fermer comme un livre, donc on peut le ranger très facilement. On l'ouvre, on appuie sur un bouton, il nous suit. Alors évidemment, il ne s'agit pas de se prendre en photo quand on prend le métro, etc. C'est sûr. Mais quand on est en vacances, quand on fait du vélo, c'est génial. Exactement. C'est un drone qui coûte quand même, qui est déjà vendu, qu'on peut acheter. Alors ça coûte 600 €, donc c'est pas donné. Mais je pense que ce genre de produit, dans 2-3 ans, ça va coûter moins cher, ça va être peut-être beaucoup plus petit, j'espère beaucoup plus petit encore, pour que ce soit vraiment un produit qu'on puisse prendre dans la poche carrément, qui filme en 4K, qui va à 30 km/h. C'est un vrai. C'est la première génération en fait d'une nouvelle ère de drones, et les prix vont baisser. Les prix vont baisser, il va y avoir évidemment beaucoup de concurrents. Et je pense que ça peut vraiment être, sans avoir à passer sur des gros trucs, du DJI, des trucs qui doivent. Ça peut être un super gadget. Un super gadget, exactement. En fait, remplacer, je sais pas, la perche à selfie par exemple, c'est quand même plus sympa qu'une perche à selfie. Alors c'est un peu plus cher pour le moment. Voilà, moi c'est un coup de cœur. Je me dis, je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, voilà, ça donne envie. Et si ça marche, ce sera ce genre de choses à mon avis. Bon, et dans 10 ans, on aura le smartphone qui volera tout seul pour prendre des selfies. Exactement. On prend le pari ou pas? Je pense qu'ils vont essayer. Quoi d'autre? Les PC? Les PC, justement, on parlait des télés et des PC. Alors les PC, finalement, je trouve que le grand perdant, je disais que le grand gagnant c'était Amazon. Le grand perdant, j'ai l'impression que c'est Apple aussi, parce qu'ils se font titiller entre guillemets sur plusieurs tableaux, sur la partie professionnelle, créatif. Alors il y a le Surface Studio qui est quand même assez original. Alors là, il y a eu Dell qui a sorti le Canvas, qui est pareil, un concurrent du Surface Studio avec une molette comme ça. J'ai pu le voir, j'ai pu le tester un petit peu. Effectivement, c'est un super produit pour les professionnels et pour les créatifs. Par contre, sur les ultra portables, là aussi, le MacBook et MacBook Pro font un petit peu débat sur des problèmes de puissance, etc. et de prix surtout. Là, pareil, sur les 2 en 1 notamment, on a des offres assez intéressantes de la part de Lenovo avec des Yoga qui sont pas très chers. Et surtout, moi, un petit coup de cœur, c'est le Dell XPS 13 en version 2 en 1 aussi qui viennent de sortir. Le Dell XPS 13, on l'a eu à la rédac, on est en train de tester d'ailleurs une nouvelle version. C'est juste une des références, des meilleurs ultra portables, il est génial. Il est super beau en plus. Donc en version 2 en 1, il manquait le 2 en 1, il est là. Donc pour moi, c'est peut-être ça montre que le monde du PC fait peut-être plus encore rêver en ce moment qu'Apple. Et pour les gamers aussi, bon là Apple sur le côté gamer, ils n'ont jamais été vraiment sur le coup, mais là il y a Razer qui a montré des trucs assez incroyables avec les projets Ariana et le projet Valerie. Alors le projet Valerie, c'est juste un portable de gaming avec 3 écrans, donc pliables, 3 écrans 4K. Donc en fait le PC se déplie, le PC portable se déplie, et vous avez l'écran central et 2 de chaque côté. Exactement, donc ça fait un truc hyper large. De fou. Mais ça marche. D'ailleurs, il y en a qui ont été piqués sur le stand. Ils ont eu 2 vols. Ouais, ils ont eu 2 vols. Alors, pour le moment, il ne sera pas vendu. C'est un proto. Donc, ils sont en train de tester un peu le marché, voir si les gens sont réceptifs. Mais enfin, c'est quand même un produit qui est exceptionnel. Après, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde. Non, ce ne sera pas pour tout le monde, pas pour tous les budgets. Mais pour le gamer qui a envie de se faire plaisir, et puis ça va coûter un bras. Ça va coûter un bras. Alors, la résolution, c'est à peu près 12 000 par. Par 1000. Enfin, un truc sympa, quoi. Un truc sympa, voilà. Et finalement. Il va avoir du Nvidia derrière. Ah oui, à mon avis, il va en falloir. Et petite conclusion très rapidement, le CES, il n'y a toujours pas de smartphone. Voilà. Il y a eu Galaxy A quand même, smartphone très prometteur de Samsung qui va à mon avis cartonner. On en a parlé sur Zernet.com. On attendra Barcelone. Il y a eu le Snapdragon. En fait, il y a eu le processeur qui va propulser tous les hauts de gamme ou une partie des hauts de gamme, c'est le Snapdragon 835, tourné vers la réalité virtuelle, etc. Donc ça montre les axes. Il n'y a pas eu de smartphone, mais on voit un peu où vont aller les smartphones, et avec Barcelone qui arrive. Voilà, rendez-vous fin février à Barcelone pour vivre évidemment dans De quoi je mêle et sur 01net TV. Ce grand salon dédié à la téléphonie mobile avec beaucoup de nouveautés, sans doute, il y aura Samsung, Huawei, etc. A priori,
Merci Raphaël. Merci François. Raphaël Grabli, donc journaliste à 01net.com. Vous pouvez retrouver le condensé de toutes ces annonces aussi sur 01net.com, bien évidemment. Jean-Marie, François. on change carrément d'univers et on va s'intéresser aux jeux vidéo qui peuvent remplacer certains médicaments. C'est l'un des dossiers qu'on peut retrouver dans le 01net Mag de cette semaine. Mais oui, des séances de jeux plutôt que des pilules, hein, ça vous dit pas? Allez. Et c'est assez étonnant puisque finalement on critique souvent les jeux, il y a même des avertissements sur les boîtes de jeux qui vous préviennent avec que le fameux Peggy. risque d'épilepsie. Donc on peut s'étonner de voir des jeux atterrir en milieu hospitalier, chez des kinés. Aujourd'hui, ça commence à devenir une réalité pour traiter des maladies généralement neurodégénératives, donc c'est-à-dire tout ce qui est lié au cerveau. Alors ça peut être du Parkinson, Alzheimer, c'est-à-dire que ça peut aussi être des maladies qui atteignent la motricité, donc des jeux qui vont intervenir dans la rééducation des patients. Et qui sont là pour stimuler, en fait. Qui sont là pour stimuler. On va pouvoir aussi traiter la dépression, comme ça, on va pouvoir traiter l'autisme. Et il y a des studios français, donc des chercheurs français, des éditeurs français qui travaillent sur le sujet et qui ont déjà sorti un certain nombre de jeux. Par exemple, Voracity Fish. Qui est alors, comme son nom le laisse présager, l'histoire d'un requin qui a une tendance à s'empiffrer un petit peu au fond des mers. Et ça, c'est pour traiter, entre autres, les séquelles d'un AVC. X-Torp, ça c'est un jeu de bataille navale mais en 3D, hein, pas simplement jeu de plateau, pour traiter Alzheimer. Memo, ça c'est des petits jeux de mémoire pour entraîner la mémoire, parce qu'il y a l'effet curatif mais il y a aussi l'effet préventif qui peut rentrer en jeu. Top Run, un runner un petit peu comme Temple Run, vous savez, vous êtes tout le temps en train de courir, en train de ramasser des pièces, vous baissez pour éviter les obstacles, etc. On se souvient que Nintendo avait beaucoup joué là-dessus à l'époque avec la DS. Ouais, la 3DS, avec le Sudoku, il y avait la mémoire, les exercices, les jeux de mémoire, etc. Du professeur, je sais plus quoi là. Oui, mais sauf que là, on est quand même un cran au-dessus, carrément un cran au-dessus du professeur, je sais plus quoi, dont on n'a jamais vraiment vérifié d'ailleurs l'efficacité. Oh, ça pouvait pas faire de mal. Tandis que là, donc je vous disais Top Run, ça c'est pour traiter Parkinson. Tandis que là, vraiment, il y a des recherches qui ont été menées. Il y a déjà des résultats de recherche qui démontrent que effectivement, ça a des effets bénéfiques. Dont entre autres des expérimentations qui sont menées à la Pitié-Salpêtrière à Paris, à l'hôpital de Nice. Enfin, il y a un tas d'endroits en France où ça avance. Et des kinés, il y a plus de 200 kinés en France aujourd'hui qui utilisent les jeux pour la rééducation parce que c'est moins douloureux pour le patient, c'est plus motivant, c'est plus sympa de jouer que de soulever des haltères. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de jeux comme ça où on utilise Kinect ou la Wii U, c'est-à-dire qu'on est quasiment en réalité augmentée. Vous êtes devant un grand écran, vous bougez, faut bouger votre corps, quoi. Faut courir, faut bouger, faut se bouger. C'est tout l'objet du truc. Je disais donc médecin kiné psy qui s'intéresse à ça, plus motivant, moins douloureux, et preuve que ça marche. On avait une patiente là qui au bout de 18 séances de Top Run, comme ça, avait repris 40% de motricité en plus. Incroyable. C'est-à-dire un résultat énorme qu'on n'aurait peut-être pas obtenu d'ailleurs avec des séances de rééducation traditionnelles. Voilà, et ça intéresse à tel point, et comme quoi l'efficacité est tellement intéressante, c'est qu'il y a même des mutuelles aujourd'hui qui commencent à s'intéresser à ça et se dire, tiens, peut-être qu'on va rembourser finalement les jeux comme les médicaments. Alors, on n'est pas encore à la sécurité sociale. Je pense pas qu'on va rembourser Call of Duty quand même. Faut pas exagérer. Mais par contre, c'est vrai que la réalité virtuelle sur des phobies, ça doit hyper bien marcher. Si on a alors on est en réalité augmentée, mais bien évidemment, on a posé la question aux chercheurs. Avec les casques et la réalité virtuelle, on peut très bien imaginer que ce type de jeu thérapeutique, on parle de physio-game, donc c'est des jeux thérapeutiques, vont trouver un champ d'investigation et des débouchés avec les casques de réalité virtuelle, ou là encore plus important. Donc c'est assez motivant. Les patients généralement sont et qu'en pense le corps médical? Est-ce que le corps médical, ils sont, on va dire, ils vont de l'avant et font confiance à tous ces logiciels? Tout à fait. Et quand on parle de corps médical, c'est-à-dire que par exemple à la Pitié-Salpêtrière, vous avez des neurologues qui travaillent là-dessus. Et on est quand même en phase d'expérimentation encore. On n'est pas en train de prescrire. Ça va être simplement dans certains centres. Les kinés, par contre, eux, c'est déjà plus avancé puisqu'on est
je ne vais pas dire dans le paramédical, mais on est dans la rééducation, donc on imagine bien que faire bouger quelqu'un devant un écran, voilà, plutôt que soulever des haltères, tout de suite, ça prend du sens. Par contre, pour traiter Alzheimer, pour traiter quelqu'un qui a eu un AVC, pour traiter Parkinson, on est encore au stade d'expérimentation, mais avec des résultats très très prometteurs. Et d'un point de vue scientifique, en fait, aujourd'hui, on ne sait pas trop le secret de cette recette. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on joue, ça stimule la sécrétion de dopamine dans le cerveau, la dopamine étant un neurotransmetteur. Donc, ça veut dire que ça permet au cerveau de rétablir des connexions et de se remettre un petit peu plus en marche, de se dégourdir et d'avancer. Et point important, les Français sont très en avance là-dessus. Genius Healthcare, Coptech, Naturalpad, tout ça, ce sont des entreprises, des éditeurs, des startups françaises qui sont en avance sur le sujet. Donc, cocorico. Cocorico, c'est plutôt bien. Merci Jean-Marie. Merci François. À retrouver page 58 du 01net Mag qui est ici. Voilà. Et que Victor, qui est dans ce studio, va me piquer dans quelques secondes, j'en suis persuadé. Voilà, il opine du chef. Merci à Jean-Marie, merci à Raphaël. Merci François. De quoi je mets la suite dans un instant. Avec Pierre Fontaine qui me rejoint, on va revenir sur un bel anniversaire, celui de l'iPhone, qui fait ses 10 ans. Et puis juste après, donc, Victor Jakimovic, comme promis. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.